Bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, bravo pour le travail d'hier. Oui, Tu n'as pas vraiment dérogé à la règle en étant le chirurgien que tu es. Et tu as vraiment travaillé dans oui, le vif comme il se devait. Et vraiment, tu as tous nos oui. encouragements. Je t'ai envoyé un message, je ne sais pas si tu l'as lu. Tout à l'heure? Oui, oui. Ok. Oui, Ok. j'ai vu. Ok, J'ai vu. il y a pas de problème. Voilà. Oh, Donc, vous avez la parole. C'était pour vous dire que vous étiez la dernière personne. Donc, vous pouvez parler. d'accord, ok. Oui, Vraiment, merci beaucoup. il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, j'ai écouté très attentivement le premier auditeur qui Mhm. nous vient de New York. Mhm. C'est quelqu'un qui est aux États-Unis. Oui, oui. Donc, je vais réagir un peu sur son intervention. Il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, je vais parler de l'Union des cadres du Grand Nord. Et je vais parler de l'équilibre du développement Mhm. sur l'ensemble des 31 régions et districts de Côte d'Ivoire. Et enfin, je vais terminer encore sur la libre circulation en Côte d'Ivoire et plus précisément en ce qui concerne les douanes Mhm. qui constituent un problème pour la libre circulation. Il faut dire que j'ai bien suivi de très près l'intervention du premier auditeur. Ce que je voudrais dire, il se trouve que parfois, bien de nos compatriotes qui sont dans la diaspora, peut-être en Europe, aux États-Unis, au Canada ou bien en Chine, parfois, l'impression que nous avons, comme ils ne vivent pas les mêmes réalités africaines que nous, puisque nous avons nos réalités ici. Des fois, nous avons l'impression que beaucoup d'entre eux sont un peu déphasés des réalités du terrain. Mhm. Voilà. Donc, relativement à ça, puisque au départ, il a commencé son intervention en ouvrant le débat de la succession. Je ne sais pas si ce frère-là, il est toujours connecté. Ce que je voudrais lui dire, plusieurs fois, nous avons eu à sensibiliser les gens ici sur cette émission-là en ce qui concerne le débat de la succession. Il n'est pas question en ce moment où nous parlons d'indexer Pierre ou bien Paul ou bien René ou bien Zadi ou bien Amadou ou bien Abdoulaye comme étant le potentiel successeur du président de la République Alassane Ouattara. Non. C'est un débat dont nous ne voulons pas du tout et nous n'aimons pas ce débat-là. Il faut que le frère nous entende sur ce point-là. C'est un débat que nous n'aimons pas pour la simple raison qu'en ouvrant ce débat maintenant, il détourne les uns et les autres de l'objectif du gouvernement qui est la résolution des problèmes des Ivoiriens et d'apporter le développement en Côte d'Ivoire. Voilà là où nous attendons les collaborateurs du président de la République. Nous avons eu à démontrer à plusieurs reprises ici que rien ne laissait présager qu'il fallait choisir un ministre de l'Intérieur comme potentiel successeur au détriment d'un ministre de l'Enseignement supérieur ou qu'il fallait choisir un ministre de la Jeunesse au détriment d'un ministre des Infrastructures ou encore fallait choisir un autre ministre au détriment de tel autre ministre. Rien ne laisse présager que parmi les collaborateurs du président de la République en ce moment, que c'est tel qui est bien parti d'office. Non, ce débat-là, nous n'en voulons pas. Et ce qu'il faut savoir, on ne se lève pas pour dire qu'on est candidat à une élection pour une élection. Non. Il faut que les gens apprennent à comprendre quelque chose. Une élection présidentielle, là, quand on décide d'être candidat, là, on se donne les chances de la gagner.
Et il y a des réalités en la matière ici chez nous. On n'est pas candidat sans tenir compte des réalités. Un, il y a les compétences. De deux, est-ce que j'ai les chances d'avoir le maximum des électeurs pour pouvoir gagner? Il y a ça qui compte. Donc, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de favoris. Il faut que tous ceux qui sont militants RHDP ou bien ceux qui pensent aimer le président Ouattara nous mettent à l'abri d'un débat sans fondement qui revient à désigner déjà quelqu'un comme étant potentiel successeur. Nous n'en voulons pas. Plusieurs fois nous l'avons dit et nous sommes intransigeants sur ces débats-là. Le débat de la succession n'a pas lieu. À l'heure où nous sommes, nous ne connaissons que un seul maître à bord du navire. Il s'appelle son Excellence Alassane Ouattara. Et moi-même, de mon fort intérieur, je souhaite que Dieu donne longue vie, la santé de fer au président de la République pour continuer sa mission jusqu'en 2030. 40 Ça, même. c'est mon souhait. Même 40. 40, 50, si on le veut. Donc, ce débat-là, de grâce, que les gens nous mettent à l'abri de ce débat-là, nous n'en voulons pas. C'est un débat qui a déjà créé des problèmes inutiles dont nous ne voulons même plus revivre. Quand on te donne une chance pour devenir ministre, là, fais ton travail et ça s'arrête là. Faut pas aiguiser l'appétit. Faut pas chercher à trop être gourmand. Quand on te donne la chance de devenir président d'institution, fais ton travail et ça s'arrête là. Si on t'a donné la chance de devenir directeur d'une entreprise d'État, fais ton travail et ça s'arrête là. Ne demande pas plus. Le moment venu, on va s'asseoir et on va aviser. Donc le débat des successions, nous n'en voulons pas. Et à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de favoris. Et à l'heure où nous parlons, nous avons suffisamment de cadres et de compétences. Donc il faut que les gens soient suffisamment respectueux des choses, de l'organisation, du fonctionnement de l'État. Voilà. Cette question qui revient à désigner quelqu'un, non, ça suffit comme ça. Pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est le travail, c'est le développement, c'est de donner des emplois aux jeunes. C'est ce que nous voulons. C'est la résolution des problèmes des Ivoiriens. Donc, le débat des successions, à chaque fois qu'un électeur va venir, un auditeur plutôt, va venir encore ouvrir le débat des successions éclaireur sur cette plateforme en donnant le nom de quelqu'un comme étant le potentiel successeur, il va falloir que tu lui dises non, ce débat-là, nous n'en voulons pas parce qu'il a déjà créé des problèmes, il n'est pas l'heure. Souvent, il faut qu'on arrive à canaliser, sinon on risque de ne pas pouvoir s'en sortir à un moment donné. Ça, c'est la première précision. Maintenant, pour en revenir sur l'union du Grand Nord, de quoi il est question? Il est question d'organiser les cadres au sein d'une association pour insuffler une dynamique de développement. Il n'est pas question de venir parler de politique. On a bien dit qu'il ne s'agit pas de parler de politique. Les mutuelles, les associations, il y en a partout. Il y a l'association des cadres du Grand Centre, dont Aouchou est le président. On n'a jamais vu des gens venir s'en plaindre qu'il y a tel ou tel problème. Il y a l'association des cadres de plusieurs régions, de plusieurs départements. Ils font des réunions à Abidjan ici. Ça n'a jamais été l'objet d'un problème. Pourquoi est-ce qu'on doit être complexé de créer une association des cadres du Grand Nord? En quoi est-ce qu'on doit être complexé? Il n'y a pas à se complexer là. Il s'agit de venir unir les cadres au sein d'une association pour insuffler une dynamique de développement. C'est tout. Et il faut préciser que l'adhésion est entièrement au libre choix. On ne force absolument personne. En créant cette association, ça ne veut pas dire que tous les cadres originaires du Grand Nord adhèrent forcément. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. Ça ne veut pas dire aussi qu'on oblige un ministre ou bien un cadre de l'administration à adhérer. Non.
L'adhésion est entièrement au libre choix. Donc, cela, je ne vois même pas où les débats se trouvent. Guillaume Zéro, comme le roi du printemps a déjà eu à le dire, ainsi que vous-même éclaireur, il sait très bien qu'une fois que cette association sera mise en place, ça va vous permettre définitivement tous ces espoirs de pouvoir rebondir quelque part. Il sait que du côté des autres partis politiques, il est déjà grillé comme Momi. Au RHDP, il est grillé comme Momi. Quand encore on va venir créer une association des cas du Nord pour parler des développements, mais qui est-ce que ce Roguion va encore gagner à manipuler? Tout ça inquiète très sérieusement le nabo de Kofi Plé, le Boudignam, le jeune homme au gros ventre un peu de sa personne, qui est totalement maudit. Tout ça, ça l'inquiète. Donc, allez-y comprendre les élucubrations de cet énergumène sans intelligence. Donc, pour me résumer, il n'y a pas de complexe. Cette association, elle est au libre choix à l'adhésion. Donc, elle va se tenir et rien ne se passera. Celui qui ne veut pas en entendre parler, il est libre de ne pas adhérer. C'est aussi clair. Effectivement. Maintenant, pour en revenir sur l'équilibre du développement, sur toutes les régions du Côte d'Ivoire, éclaireur, ouvrez grandement les oreilles et suivez attentivement. Je demande à tous les auditeurs de nous suivre attentivement et de comprendre ce que je vais dire. Moi, je n'ai aucun complexe. Je le dis. Je suis un digne fils de la région du Poro. Et je le dis à qui veut l'entendre. Je suis un digne fils du Nord. Et je n'ai aucun complexe. Maintenant, vous allez suivre mon raisonnement. Normalement, dans un pays, le développement, il s'étend sur toute l'étendue du territoire, de sorte à équilibrer le territoire avec le développement, pour ne pas créer des déséquilibres ou des inégalités de part et d'autre. Mais le Grand Nord, en ce moment, compte 11 régions que je cite. Bafing, Worodougou, Béré, Ambol, Gontougou, Bunkani, Tchologo, Poro, Bagoué, Kabadougou, Folon. Ça compte bien 11 régions. Les 11 régions éclaireurs, quand on regarde très bien, c'est la moitié en superficie de l'espace ivoirien. C'est la moitié. Mais suivez très bien mon regard. Les universités qui fonctionnent en ce moment et qui reçoivent des étudiants en Côte d'Ivoire sont les suivantes. Abidjan, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'université Nangui à Brogua, l'université de Boaké, l'université de Daloa. Ça fait 4. Ajoutez l'université de Mans, l'université de San Pedro, qui ont été créées ces dernières années et qui fonctionnent déjà. Ça fait 6 universités éclaireurs. C'est pas ça? C'est ça, effectivement. À cela, j'ajoute l'INPHB et puis les ATIC, les 2 grandes écoles publiques. Ça fait combien? Les 6 universités plus 2 grandes écoles publiques, ça fait combien? Ça fait 8. Structure d'enseignement supérieur public, c'est pas ça? Effectivement. Qui se retrouvent sur la moitié du territoire, qui constituent les autres régions. Les 11 régions que j'ai citées au nord constituent la moitié du territoire également. Mais là-bas, il y a uniquement l'université de Korogo qui fonctionne sur la moitié de l'autre territoire. Éclaireur, de vous à moi, est-ce que ça c'est normal? Non, pas du tout. Non, regardez les déséquilibres. 8 structures d'enseignement supérieur qui fonctionnent sur la grande moitié, la deuxième moitié du territoire, c'est-à-dire à commencer par Aboaké pour descendre. 8, je dis bien 8. Alors que de l'autre côté, il y a une seule université qui fonctionne sur l'autre moitié. C'est pas ça? Effectivement. Bon, je laisse le libre choix aux uns et aux autres d'interpréter ce que je viens de dire.
Et ce que je viens de dire, si c'est faux, que quelqu'un s'emmène ici pour me dire le contraire. Regardez la très grande inégalité. Bon, dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut être complexé en tant que fils du Nord de demander à ce qu'on équilibre les structures d'enseignement supérieur sur toute l'étendue du territoire? Comment on peut encore avoir le complexe? Je pose la question aux gens. Vous voyez? Donc, les chiffres sont là et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est pas moi, hein. Je vais venir que les gens m'écoutent. Donc, voici pourquoi. Moi, la dernière fois, quand j'étais en train de dérouler un certain nombre de constructions d'universités et de grandes écoles publiques, la dernière fois, je savais pourquoi. Et même, je n'ai même pas ajouté l'ENS. Hein. L'ENS qui forme les enseignants du collège lycée, je n'ai même pas ajouté. Hein. Voilà. Donc, Bundiali, non, pas Bundiali, Bondoukou, où l'université est en train de se construire. C'est à juste titre, nous soutenons. Odiene va se construire. Mais ce que je ne dis pas, éclaireur, il y a une université qui va se construire à Abangourou, le financement est acquis. Il y a une université qui va se construire à Diaké, le financement est acquis. Et encore, j'apprends qu'il y a une université qui va se construire chez Whisky Kona, le gros médiocre de tous les temps, à Daoupro. Ça fait encore 3 grandes universités qu'on projette de construire toujours au sud, où il y a déjà au moins 8 structures d'enseignement supérieur, contre une seule dans le Grand Nord. Il y a 8 qui fonctionnent déjà, à partir du centre pour descendre jusqu'au sud. Et dans le Grand Nord, il n'y a qu'une seule qui fonctionne, à Korogo. Maintenant, on projette de construire 3 autres encore, à partir du centre jusqu'au sud. Je ne suis pas du tout contre la construction de ces universités qui vont se faire à Bangourou, à Diaké et puis à Daokou. Bien entendu, je soutiens et j'encourage vivement la construction de ces universités. Mais ce que je demande, et ce sur quoi j'insiste, et je n'ai aucun complexe, Bondoukou est en train de se construire. Odiene, le site a été trouvé. Les financements sont déjà un acquis, ça va se faire. J'ai demandé, moi ce que je demande, puisqu'on n'aura que 3 à terme qui vont fonctionner au nord, moi ce que je vais demander, c'est de demander aussi la construction de 5 autres universités et une grande école de 2 autres structures publiques, à savoir une grande école publique et comme on appelle une école normale supérieure. Moi, ce que je demande au président de la République, c'est de construire au-delà de Bondoukou, Korogo et Odiene, je demande au président de la République de trouver incessamment les sites. Et les sites, je peux trouver déjà les sites. Hein. Je vais vous dire, moi, je n'ai aucun complexe. Je vais trouver les sites. C'est de construire 5 autres universités publiques dans le Grand Nord. Je vais donner les villes. Il y a Séguéla, Ouangolodougou. Il y a Touba. Il y a, comment on appelle même, Tengrela. Et puis, bien entendu, Katiola. Voilà. La dernière fois, j'étais en train d'égrener, il y a... Donc, je répète, les sites, je les ai déjà en tête. Il y a Touba, il y a Séguéla, il y a Ouangolodougou, il y a Katiola et il y a Tengrela. Maintenant, en ce qui concerne la grande école publique, j'avais déjà donné une dénomination, Institut national des sciences appliquées. Ça sera Sinematiali, l'école normale supérieure Bundiali. L'école normale supérieure, ça sera Bundiali. Mais je précise déjà que les universités de
Bondoukou, Odiné, ça, ce sont déjà des projets qui sont financés. Donc, moi, c'est la proposition que je voudrais faire dans le cadre de l'équilibre des structures de formation de l'enseignement supérieur sur toute l'étendue du territoire. Voilà la proposition que je voudrais faire à ce niveau-là. Donc, pour me résumer, déjà, sur le long terme, on va dire d'ici 2030, là, on aura en plus des 8 universités qui sont à partir du Grand Centre, passant par l'ouest pour descendre jusqu'au sud, il y a 8 qui fonctionnent déjà. Il y a 8 qui fonctionnent déjà. Mais on va construire encore. On va construire 3 autres. Donc ça va faire 11. Tout ça, je soutiens. Dans le Grand Nord, pour le moment, avec les financements des 2 nouvelles, il n'y aura que 3. Moi, ce que je demande, en plus des 3 là, c'est de construire 5 universités publiques et 2 autres grandes écoles publiques, à savoir un institut national de sciences appliquées et une école normale supérieure pour former les enseignants de collège et lycée. Donc, ça va faire 7 pour compléter aux 3 autres, donc ça va faire environ 10. À ce prix-là, on aura équilibré le système de formation de l'enseignement supérieur sur toute l'étendue du territoire et aucune région n'aura à se plaindre. On est bien d'accord là-dessus. Ok. Maintenant, je quitte là. Je vais prendre. Moi, je parle avec les chiffres. Hein. J'ai les chiffres sous mes yeux ici. Et je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire. Prenez les centrales de production électrique, éclaireurs. Les centrales de production électrique. Je vous donne point par point les différentes sources de production, de l'hydraulique au thermique, avec les années de mise en service et les puissances installées de production. Vous avez l'hydraulique Ayamé 1 en 1959 qui produit 20 MW. Ayamé 2 en 1965 qui produit 30 MW. Kossou en 1972 qui produit 174 MW. Tabo en 1979 qui produit 210 MW. Buyo en 1980 qui produit 165 MW. Gras en 1983 qui produit 5 MW. Soubré qui est récent en 2017 plutôt qui produit 275 MW. Au total, la Côte d'Ivoire produit de l'énergie à partir de l'hydraulique pour une puissance installée de 879 MW. Et l'ensemble de toutes ces centrales hydrauliques-là se retrouvent uniquement dans le grand sud du pays. Voici la réalité et les faits. Éclaireur, oui. La réalité et les faits sont bien là. L'ensemble de toutes les centrales hydrauliques qui sont au nombre de 7 qui produisent une puissance de 879 MW se retrouvent sur la partie grand sud du pays. Voilà la réalité. Bien. On va quitter là. On prend le thermique. Le thermique, il y a Vidi TAG en 1984 qui produit 100 MW. Il y a Cyprel 1 en 1995 qui produit 105 MW. Il y a Cyprel 2 en 1998 qui produit 115 MW. Il y a Azito 1 en 1999 qui produit 148 MW. Il y a Azito 2 en 2000 qui produit 148 MW. Il y a Cyprel 3, puisqu'il y a Cyprel 1 et 2 déjà, donc Cyprel 3 en 2009 qui produit 115 MW. Agreco 1 en 2010 qui produit 74 MW. Agreco 2 en 2012 qui produit 37 MW. Cyprel 4 en 2013 qui produit 115 MW. Agreco 3 en 2013 qui produit 99 MW. Cyprel TAV 2015 qui produit 119 MW.
et le dernier Azito TAV 2015 qui produit 145 MW. Ça fait au total pour les sources de production par les centrales thermiques 1320 MW en puissance installée. Ça, c'est le thermique. Au total, à ce jour, la Côte d'Ivoire produit pour 2199 MW de puissance installée pour l'ensemble de toutes les sources de production électrique. Mais le thermique fait à lui seul 1320 MW. Et je veux vous dire, éclaireur, toutes ces centrales thermiques-là se trouvent à Vridi, à Zito du côté du Yopougon. Et puis, ce que je ne vous dis pas, il y a une grande centrale thermique qui va se construire dans une localité vers Jacquesville. Le projet est en cours en ce moment. Donc, on appelle le village, je crois, c'est Antikou ou un truc comme ça. Donc, vous voyez, sans compter le projet de la centrale à charbon qui est en prévision pour San Pedro. Toutes les sources de production électrique se retrouvent dans le Grand Sud. Si on peut comprendre que les centrales thermiques pour leur refroidissement ont besoin de l'eau, de la nature et du gaz également, puisque le gaz, on va le trouver jusqu'en mer là-bas. Ça peut se comprendre. Mais et les barrages, les centrales hydrauliques, quand on sait que les cours d'eau, il y a 4 grands cours d'eau qui traversent toute la Côte d'Ivoire. Il y a la Komoué, il y a le Kavali, il y a le Bandama, il y a le Sassandra. Les 4 grands cours d'eau là. Pourquoi est-ce qu'on force pour installer tous les barrages et centrales hydrauliques essentiellement dans la partie Grand Sud? Il y a un problème. Il faut avoir le courage d'ouvrir le débat. Il y a un problème. Les barrages, on peut les créer. C'est vrai, s'il y a le cours d'eau qui est là, souvent on peut créer un barrage, ça se fait. Donc ouvrons le débat. Et dans le Grand Nord, à ce jour éclaireur, il n'y a aucune source de production électrique dans le Grand Nord. Il n'y en a pas. C'est moi qui vous le dis. Éclaireur, je vais dire ici à tout le monde. Tous les grands projets de la Côte d'Ivoire se trouvent dans ma tête. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Dans le domaine de la construction, l'eau potable, l'électricité, le domaine de l'enseignement et l'éducation, les hôpitaux, les lignes électriques haute tension, les réseaux télécoms. Je pèse bien mes mots. Tous les grands projets de Côte d'Ivoire, ceux qui sont en cours de réalisation, ceux qui sont prévus, ceux qui ont déjà été réalisés même depuis pratiquement 10 ans jusqu'à maintenant, tout se trouve dans ma tête. Le grand Abidjan, même ça, on n'en parle pas. Le plan d'Abidjan, y compris tous ces grands projets, ça se trouve dans ma tête. Donc, ce que je demande, il n'y a même pas à être complexé. Il faut équilibrer le développement sur l'ensemble de toutes les régions. Donc, ce que nous, on va demander, les prochaines constructions des centrales électriques, notamment les centrales à biomasse, les centrales solaires, et même, on peut créer même des centrales hydrauliques. Il faut qu'on ouvre le débat. Il est grand temps de penser à construire les futures centrales de production électrique dans le Grand Nord, notamment les centrales à biomasse, les centrales solaires et les centrales hydrauliques. Cela peut bien se faire parce que le bandama que vous voyez, qui
là, depuis Abidjan, il passe par le Grand Nord, il se rabat sur le fleuve qu'on appelle le fleuve Niger. Comment on appelle le fleuve là-même? Non, c'est pas le lac Tchad plutôt. Il se rabat, je crois, il y a un grand fleuve qui passe vers le Niger. C'est très grand comme ça. Attends, je vais retrouver ça tout de suite là. Il y a un très grand fleuve qui se rabat totalement sur le Bandama et ce fleuve-là, ils se rencontrent. Donc, vous voyez, le Bandama que vous voyez, c'est vraiment un fleuve qui est béni. C'est un fleuve qui est béni. Donc, moi, je pense qu'il n'y a même pas à être complexé. Il n'y a pas à être complexé pour ça. Il faut que du point de vue du développement, il faut que les uns et les autres vraiment aient le courage de dire certaines choses. Il est grand temps de parler de développement. Il est grand temps d'équilibrer le développement partout. Donc, à cela, je viens de dire, j'ai parlé déjà des universités. Je parlais des centrales électriques. Maintenant, en ce qui concerne les centres de santé, là encore, on va en parler. Les centres de santé, tous les grands centres de santé d'une importance particulière se retrouvent dans la partie Grand Sud. C'est bien bon. C'est bon qu'il y ait des grands centres de santé dans la grande partie du Sud. Mais ce que nous demandons également, c'est d'envoyer de grands centres de CHR à l'image de celui qui a été construit à Boisseau. Il y a celui d'Alzopé qui est en cours de construction qui va finir bientôt. Donc nous en voulons, ce que nous savons, on a amélioré les capacités sanitaires du grand hôpital de Korobo. À faire que d'autres villes, bon, il y a des réhabilitations qui vont se faire, mais les nouveaux CHR dans la partie Est, pour venir vers les centres Ouest, aller jusqu'au Grand Nord, nous en voulons également. Il faut équilibrer les CHR avec les mêmes capacités du Sud au Nord, sans exception. Ça, ce que je voudrais dire à ce niveau-là. En ce qui concerne les routes, là-bas, vraiment, on ne peut pas avoir à se plaindre. Pour le moment, tout est équilibré. Puisqu'il y a les travaux de construction et de bitumage de routes partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions, sans exception. Personne ici ne peut lever le doigt pour me dire le contraire. À ce niveau, nous disons bravo. L'eau potable également. L'eau potable également, les travaux se font sur tout l'ensemble du territoire. Tout l'ensemble du territoire, les travaux se font. Que ce soit les pompes hydrauliques ou bien les stations de traitement. Donc à ce niveau, félicitations. En ce qui concerne l'éclairage public également, tous les villages un peu partout en Côte d'Ivoire bénéficient de l'éclairage public. En ce moment, nous remercions vivement le président de la République sur ce point. Et en ce qui concerne le réseau télécom, ça c'est l'Internet, la fibre optique, il y a un problème dans la partie du Grand Nord. Les travaux qui ont été faits ne me satisfaisent pas. Je ne suis pas satisfait de ces travaux-là. Donc, il est important d'améliorer le réseau Internet, sinon le réseau de télécommunications dans le Grand Nord. Ça, il faut que les gens soient suffisamment regardants sur ce volet-là. En ce qui concerne les industries également, là, il y a un très grand déséquilibre. La plus grande partie des industries se sont retrouvées, surtout à Abidjan, certaines à San Pedro. Et là, c'est l'un des plus grands problèmes auxquels nous faisons face. La dernière fois, j'ai eu à insister
j'ai demandé à ce que sur l'ensemble des 31 régions et districts, qu'on crée de nouvelles zones industrielles. Bon, Abidjan n'est pas dedans. Abidjan, mais les autres régions, il faut créer de nouvelles zones industrielles sur l'ensemble de toutes les autres régions. Et surtout dans le chef-lieu, mettre une vingtaine d'industries ou bien d'unités de production. Maintenant, les 30 autres vont être répartis sur l'ensemble des autres localités. De sorte à équilibrer le développement un peu partout en Côte d'Ivoire. Pour ne pas amener les citoyens à se rabattre sur Abidjan, ou bien pour ne pas amener toujours les citoyens qui sont au nord à venir au sud. C'est vrai que les citoyens ont le droit à la libre circulation. Mais il n'y a pas que les citoyens du nord qui vont toujours quitter chez lui pour venir au sud. À un moment donné, il va falloir aussi que nos frères qui sont au sud se déplacent pour aller au nord pour chercher du travail. Et pour terminer du point de vue de l'agriculture, l'élevage et la pêche, je veux demander à tous nos concitoyens de s'intéresser à l'agriculture, à l'élevage et la pêche. Voici les secteurs d'activité qui nous permettent d'avoir accès au premier droit de l'homme, qui est la nourriture. Donc nous devons nous engager résolument vers la production agricole, l'élevage et aussi la pêche. Donc à ce niveau, j'encourage dans toutes les régions. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a toujours un produit agricole qui prospère dans une région donnée. Donc là, les régions où il y a les produits agricoles prospèrent, vous allez vous mettre à valoriser les produits agricoles qui prospèrent sur votre sol. C'est aussi simple que ça. Donc nous voulons une Côte d'Ivoire où le développement va être réparti sur l'ensemble du territoire de façon équilibrée. Et en la règle, il faut avoir le courage de le dire, il y a une très grande inégalité entre le Grand Nord et le Sud du point de vue de la répartition du développement en ce moment. Notamment, le déséquilibre se trouve au niveau des universités publiques et grandes écoles publiques, au niveau des centrales électriques, au niveau des CHR, au niveau de comment on appelle même, il y a un dernier, au niveau des industries. Voilà là où les déséquilibres se trouvent. Les industries, les universités publiques et grandes écoles publiques, les centrales électriques et les centres de santé. Donc moi, en tant que digne fils du Nord, je n'ai aucun complexe à revendiquer que l'équilibre soit fait le plus rapidement possible. C'est pour cela que vous vous souvenez à un moment donné, le président de la République, il y a un moment, il avait dit qu'il y avait eu un déséquilibre et qu'il fallait rattraper certaines situations. Ça a été mal interprété. Les gens ont dit non, il ne fallait pas qu'il dise ça. Non, moi où je suis, je n'ai aucun complexe. Non, mais on revendique cela. Et même si c'était à redire, parce que la mauvaise foi n'a pas de remède. Oui. Dans le plan national de développement que je projette d'élaborer, je vais réfléchir sur un plan, j'ai eu à le dire, pour jusqu'en 2050. Et je compte mettre tout en place pour équilibrer le développement sur toutes les régions de Côte d'Ivoire. Aucune région ne sera lésée. Le retard qu'il y a eu entre le nord et le sud, ce retard-là, il sera équilibré. Parce que ce que vous êtes en train de dire, que la balance soit équilibrée. Ce que vous êtes en train de dire même, si les choses sont équilibrées, cela risque de tuer les sentiments de haine, de tribalisme et autres, parce que toutes les régions sont au même niveau. Et je n'ai aucun complexe à le dire. Et celui qui n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire en ce moment, qu'il vienne m'affronter dans le débat. Celui qui n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire en ce moment, il y a un grand déséquilibre entre le nord et le sud en ce moment.
Donc, nous allons travailler à équilibrer tout pour répartir les richesses des industries et les développements sur l'ensemble du territoire, de sorte à ce que la situation soit équilibrée et que personne ne gagne à se plaindre à nouveau. Comme ça, les citoyens ivoiriens, il sera désormais libre d'aller chercher le travail là où il veut. Il n'y aura plus une histoire d'aller ici chez vous, ou bien toi, rentre chez toi. Non, 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 il n'y aura plus ça. Nous allons travailler méthodiquement là-dessus. Ça va prendre le temps, mais ça va arriver. Et celui qui n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, qu'il se signale pour venir m'affronter dans le débat. Je le dis très clairement devant toute la nation. Non, parce que c'est la plateforme des arguments. Vous n'en trouverez pas, Sundiata. Voilà. Vous n'en trouverez pas. Cette Côte d'Ivoire-là, où toutes les richesses sont concentrées dans une partie du pays au détriment d'une autre, nous n'en voulons plus. Parce que si vous me Cette permettez... Côte d'Ivoire, où les centres de formation se retrouvent essentiellement au sud, au détriment du nord, nous n'en voulons plus. Cette Côte d'Ivoire, où l'ouest sera défavorisé au détriment de l'est, nous n'en voulons plus. Cette Côte d'Ivoire, où des gens avec la haine, des gros fainéants vont toujours s'élever pour insulter les travailleurs, ceux qui travaillent, pour leur dire de rentrer chez eux, nous n'en voulons plus. Nous voulons tout équilibrer. Et en la matière, j'insiste, il va falloir, au-delà de Korogo, Bondoukou et Otiné, construire 5 grandes hautes universités dans le Grand Nord et 2 autres grandes écoles publiques dans le Grand Nord. Ça va faire 7 plus 3, ça fait 10. Comme ça, dans l'autre partie du sud, il y aura 11. Je crois qu'en ce moment-là, on pourra dire que l'équilibre est établi. Donc les enfants pourront aller se former là où ils veulent. Et pour le faire, il y a une dynamique à insuffler. Il y a une dynamique. Il faut encourager. Il faut mettre un système en place pour aller créer le travail. Même là où on ne l'imagine pas. Le travail, il faut aller le créer. Même là, on ne l'imagine pas. Voilà. Donc, je pense que là-dessus, il faut qu'on soit suffisamment clair. Il faut qu'on soit suffisamment clair les uns les autres. Le complexe là, ça c'est hier derrière nous. Hein. C'est hier. Pour dire que non, je suis complexé, quoi. Non, 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 non. Cette Côte d'Ivoire où moi, on va venir te dire que je dois rentrer chez moi à Korogo. Pourtant, je suis en train de travailler ici au sud. Non. Le pays appartient à nous tous. Autant il y aura le développement à Abidjan ou bien à Bouaké, autant il y aura le développement chez moi à Korogo. Ah oui, ça, nous allons le revendiquer. Ce sera même la bataille même à partir de maintenant, jusqu'aux autres années qui vont poursuivre. L'aéroport de Korogo va se reconstruire pour donner un aéroport moderne à la ville de Korogo. Et nous sommes en train de dire que nous, notre souhait, c'est de faire en sorte que demain, quand tu te lèves là, tu prends ton avion depuis l'aéroport international de Korogo là, tu voles directement, tu t'en vas à Paris. C'est notre projet ça. De la même manière que quelqu'un se lève, il s'en va à l'aéroport pour d'Abidjan, là, il va à Paris là. Demain, il faut qu'on se lève pour dire, je prends l'avion chez moi à Korogo, je m'en vais à Paris. C'est ce que nous voulons. Et le port, c'est qui va se faire à faire que ce nous l'encourageons vivement. Aucune région ne doit être lésée au détriment d'une autre dans le cadre du développement en Côte d'Ivoire. Ça, nous n'allons jamais l'accepter. Et le déséquilibre qu'il y a en ce moment entre le Grand Nord et le Sud, nous allons insister auprès du président de la République et du gouvernement pour que ce déséquilibre-là soit corrigé dans les années à venir et que la situation soit définitivement équilibrée. On a un de nos frères, donc je ne lui ai pas demandé la permission, mais je vais citer son nom, il s'appelle Don Gravano, qui avait même fait un post pour dire, mais
quand est-ce qu'on va avoir des hôpitaux dignes de ce nom dans le nord de la Côte d'Ivoire? Parce qu'un malade qui doit déjà se déplacer d'Odiéné, de Korogo, je ne parle même pas des petits villages, pour arriver à Abidjan, pour se soigner dans un centre de santé digne de ce nom-là. Je me souviens qu'on a fait une émission où il y a un frère de Korogo qui nous a dit que dans toute la région, il n'y avait pas un appareil, un certain type d'appareil. Et c'est pas bon. C'est malheureux. C'est pas bon. Vous voyez des trucs comme ça? C'est pas bon. Vous voyez, c'est malheureux. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, maintenant, il faut que les uns et les autres me comprennent. Je le dis haut et fort à tout le monde. Il y a un très grand déséquilibre du point de vue développement en ce moment où nous parlons entre le Grand Nord et le Sud. Relativement au secteur d'activité que j'ai cité, les universités publiques et grandes écoles publiques, les centrales de production électrique, les industries, les hôpitaux et centres de santé, avec le réseau télécom. Voilà les 5 secteurs d'activité où il y a un très grand déséquilibre en ce moment entre le Grand Nord et le Sud. Nous allons insister, nous allons veiller à ce que la situation soit corrigée et que tout soit équilibré dans les années à venir. Il faut que cela soit suffisamment clair et éclaireur. Il faut que la vidéo, mon intervention de ce soir-là, arrive au sommet. Non. Après même, je vais recouper cette partie-là et la mettre aussi à disposition pour que les gens qui n'aiment pas trop écouter puissent voir ça et écouter le plan de développement global de la Côte d'Ivoire pour équilibrer le développement dans toutes les régions. C'est vraiment important. Et ça n'a rien à voir avec une question de régionalisme ou de quoi que ce soit. C'est une question de choix politique, mais de responsabilité pour l'avenir des générations à venir. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, ça résout plusieurs problèmes à la fois. Et moi-même, j'irai plus loin pour dire qu'il faut souvent même faire il faut essayer quand même de déséquilibrer un peu. C'est-à-dire, par exemple, on peut créer une entreprise pour faire bouger les Ivoiriens. Pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager, je veux parler de ceux qui sont xénophobes, ben, s'il y a des entreprises où ton travail est foncièrement cantonné au nord, tu seras obligé d'être au nord et d'aimer les gens du nord. C'est clair. Et donc, on doit souvent créer des entreprises en divisant. C'est-à-dire qu'une partie de la production se trouve au nord ou bien à l'ouest, ainsi de suite, pour que les gens puissent se brasser. C'est très important. Et donc, je crois aujourd'hui aussi, comme nous l'avons dit et comme vous l'aviez déjà dit, il y a le travail que le gouvernement doit faire, mais l'association des cadres du Nord, ils ne doivent pas en avoir honte et ils doivent lever la tête et impulser le développement dans leur région. Et vous verrez que ça va beaucoup aider. Et ça, moi, je le dis, peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais je dis que le président n'a pas été compris. Parce que si les cadres avaient compris le président et c'était mis au travail, comme le président l'avait souhaité, M. Souniata, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de parler de cela. Et c'est vraiment très malheureux qu'on en soit là, mais il n'est jamais tard. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Mettez-vous à fond et essayez de réveiller toutes les régions. Ça ne concerne pas que le Nord, mais c'est le Nord qui est la région la plus en retard. Voilà pourquoi nous prenons cette région-là. Sinon, ça n'a rien de régionaliste ou bien de stigmatisation pour dire que non, on est en train de se moquer. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est une solution qui peut résoudre plusieurs problèmes dans l'immédiat. Ça va créer d'abord à ce que les gens restent dans le Nord. Deuxième, ça va donner aussi des sources d'emploi. Troisième solution, ça va aussi faire que le Nord aussi va attirer de la main-d'œuvre. Quatrième solution, sur le long terme, ça va permettre aux générations qui vont venir, surtout à travers les infrastructures éducatives, jusqu'à l'université. Imaginez-vous un peuple qui est suffisamment bien éduqué. Et l'éducation va avec des conséquences positives comme négatives, comme diraient certains. Ça ouvre de facto les mentalités. Et une fois que les mentalités sont ouvertes, les modes de vie vont changer. Parce que le Nord aussi a ce problème-là. Il y a beaucoup de traditions qui ne sont plus au fait de la réalité actuelle. Mais si nous éduquons au maximum les enfants, jusqu'au niveau bac et plus, vous allez voir que déjà,
les mentalités même vont changer et ça va créer. Et on a encore une autre chance qui est encore plus grande dans le nord de la Côte d'Ivoire. On a pratiquement 3 frontières. On a la Guinée, on a le Mali, on a le Burkina. Imaginez-vous que dans le Bunkani, il y a un chercheur de dernière génération. Imaginez-vous qu'il y en a à Korogo qui est le centre. Et imaginez-vous qu'à Odine qui est à l'ouest, il y en a. Tout le nord est balisé. Et donc, si ce sont des références sanitaires et des références sanitaires de renom, ces pays-là vont venir. Les malades, les grands malades de ces pays-là vont venir. Et ça, c'est déjà, on ne dit pas forcément que les gens doivent tomber malades pour en tirer profit, mais telle la vie ainsi faite. Aujourd'hui, imaginez-vous que ces frontières-là, on peut en tirer des grands avantages. Effectivement. En plus du port sec, je crois que ça va équilibrer beaucoup de choses. C'est très clair. Et parce que déjà, ça va même intensifier le commerce intra-africain. En ce sens que, aujourd'hui, par exemple, le chauffeur de gros camions du Mali qui devait partir jusqu'à Abidjan, quand il sait que ça va faire qu'il va se limiter, mais ça ne ferait qu'accélérer la demande. Effectivement. Et donc, c'est tout le monde qui gagne. Et moi, je dis aux uns aux autres, ce que nous disons, ça peut peut-être gêner certaines personnes, mais pourtant, il faut bien la dire, cette vérité-là. Il faut que le nord du pays se développe. Il faut que les fils du nord arrêtent de vivre dans le complexe. Vous n'êtes pas moins important que quiconque. Et quand vous regardez aussi le nombre de fonctionnaires et d'intellectuels que le Nord a compté, ce n'est pas des moindres. Mais pourquoi ne pas aller au développement global de ces régions-là? Et à un certain moment, il faut être capable de se poser ces questions-là. Et mais comme toujours, les ennemis de la République trouvent toujours des sentiers détournés pour dire, ah, s'ils font ça, ils sont xénophobes, il n'y a pas de problème. Faisons ce qu'on a à faire et l'histoire pourra juger chacun d'entre nous. Même le président qui est en train de tout faire pour nous, on est en train d'être ingrat envers lui. Effectivement. Et donc, ça veut dire que... Ce qui n'est pas bon. Voilà, ce qui n'est pas bon. Sincèrement, on pouvait tout faire au vieux, mais on ne devrait pas être ingrat avec lui. Mais malheureusement, le monde va ainsi. Mais le vieux aussi doit savoir qu'il y a des gens qui l'aiment. Des gens qui ne sont rien. Oui. Nous ne sommes rien. Nous ne pesons rien. Mais le vieux doit être convaincu qu'il y a des gens qui l'aiment sans condition. Et de la manière même que lui-même ne puisse se l'imaginer. Ça au moins, c'est ce que notre cœur peut lui dire. Mais c'est aussi la vérité. Et donc les gens peuvent nous traiter de radicaux, de marginaux, d'extrémistes. Nous, ça ne nous gêne pas. Mais une chose est évidente, si ce que nous disons n'est pas bon, venez nous le démontrer avec les arguments. Nous, on ne va pas insulter, on ne va pas violenter qui que ce soit. Mais une des mesures de la vérité, c'est que lorsque vous la confrontez aux autres thèses, vous ne trouvez pas de compétiteurs. Et jusqu'à aujourd'hui, nous demandons, si vous avez peur de l'éclaireur, prenez Sundiata. Si vous avez peur de Sundiata, prenez M. Otto. Si vous avez peur de M. Otto, prenez Maurice Kanaté. Si vous avez peur, tous les élèves de la classe ici se valent. Parce que c'est le même savoir qu'on prend chaque soir. Et donc aujourd'hui, nous avons la tête levée. Et nous pouvons dire, la tête haute, avec fierté, que la présence de Ouattara n'a pas été inutile. Parce que ça a libéré la parole. Ça permet. Aujourd'hui, ce qu'on tient, dans d'autres circonstances, on aurait été des hommes morts, hein, ça il faut le dire. Ah oui. On a vu des gens mourir pour peu. Ah oui. Mais cette liberté aujourd'hui qu'on a de s'exprimer, il faut qu'on puisse dire les tabous. En tout cas. Même si peut-être demain on ne sera plus là, mais les générations qui vont écouter sauront qu'il y a des gens qui ont dit certaines vérités qui gênaient. Et donc aujourd'hui, la mauvaise campagne de presse pour vilipender les gens du Nord, pour essayer de dire tout ça, ça ne gêne pas, chers frères du Nord. Faites ce que vous avez à faire, chers cadres. Développez votre région comme les autres ont développé leur région. C'est important. Et l'histoire vous en sera reconnaissante pour avoir fait ce pas-là. Et donc, il ne faudrait pas... Moi, je ne serais pas à la Réunion, mais si j'étais là-bas, ce jour-là, j'allais les galvaniser. Eux-mêmes, ils allaient pleurer. En tout cas, c'est très clair. Alors, donc,
je n'avais pas fini. Non, vous avez la parole. Vous avez la parole. Pour terminer, oui, avec les autoroutes. La dernière fois, j'ai rappelé ici que la nouvelle autoroute qui part depuis Yamoussoukro, Tibissou, Bouaké, jusqu'à pour aller vers Kakiola, c'est un nouveau tracé de 133 km. Lui va finir au plus tard fin 2022. Tout va finir. Il y a la seconde phase de l'autoroute dont les financements sont déjà acquis, prévus pour partir là où la nouvelle autoroute va s'arrêter. Depuis là, pour aller à Kakiola, Nyakaramadou, Kanawolo, Tafiri, Ferkesedougou, Wangolodougou, frontière Burkina Faso. Donc ça également, ce sera un nouveau tracé. Maintenant, de Kanawolo Korogo, ce sera en autoroute. De Korogo Ferkesedougou, ce sera en autoroute. Tout ça, les financements sont acquis. Les projets sont déjà prévus, les études sont terminées. C'est vraiment un grand projet à encourager dans le cadre du même développement dont nous parlons et de l'équilibre du développement sur l'ensemble du territoire. C'est très important parce que c'est de là que vont passer les différents camions qui quittent depuis le Burkina, le Mali pour venir chercher les marchandises au port. Donc ce sont des autoroutes à portée économique. Nous les encourageons. Mais pour continuer dans la dynamique de ce que nous avons dit, sur le long terme, nous souhaitons l'autoroute de Korogo à Bundiali pour aller à Odiéné et aller jusqu'à Samatigila, frontière Mali. Donc je reprends. Korogo, Bundiali, Odiéné, Samatigila, ça doit être fait également en autoroute. Ça, c'est Korogo, Bundiali, sur Odiéné, ça c'est une section de la nationale A12. Ça doit être fait en autoroute. De Odiéné pour aller à Samatigila jusqu'à la frontière maintenant, ça également, ça doit être fait en autoroute. Maintenant, de Bundiali, passant par Koudo, aller jusqu'à Tengrela, frontière Mali, ça également, ça doit être fait en autoroute. Maintenant, pour quitter Wangolodougou, Diawala, Pogo, frontière Mali, qui est une section de la nationale A300, doit également être fait en autoroute. De sorte à insuffler la dynamique de développement et vraiment à rendre la Côte d'Ivoire l'un des meilleurs réseaux routiers. Donc c'est ce qu'il est important de faire. Maintenant, la section de la nationale A12 qui part depuis Odiéné, Bundiali, Korogo. Si on rentre dans la ligne droite de l'autoroute, ça sera fait en autoroute. Korogo Ferkesedougou sera fait en autoroute. Maintenant, de Ferkesedougou jusqu'à aller à Petit Nation continue à comme ça, le bitumage a été fait, c'est fini. Mais je rappelle que la section des A12 qui part depuis Odiéné, Bundiali, Korogo, Ferkesedougou pour aller à Petit Nation, de Petit Nation maintenant jusqu'à Bouna. Ça, c'est une route qui va dans plus de 200 km. C'est une section de la nationale A12 de Petit Nation à Bouna, mais qui est en piste villageoise. Ça veut dire que la route n'a jamais été bitumée. Cette route-là, il va falloir penser à la bitumée également sur le long terme. Ça rentre dans le cadre de la dynamique du développement dont nous parlons. Cette route-là, il est important de la construire et de la bitumer sur le long terme. Voilà ce que je voulais dire concernant l'équilibre du développement. Maintenant, pour terminer avec les DODA. La dernière fois, nous avons évoqué la question des DODAN ici. Nous avons montré par plusieurs éléments que les DODAN, bien au contraire de ce que les gens
pensaient, au-delà de ce que les gens pensaient, les douanes constituaient également des problèmes. Des problèmes pour la libre circulation. Les douanes représentent des problèmes en ce qu'il s'agit ici parfois de l'insécurité la nuit. Les douanes tels qu'ils sont posés sont mal faits parfois. Ça constitue l'insécurité, ça crée des accidents. Donc nous avons demandé ici avec insistance aux uns et aux autres, surtout au gouvernement, de procéder au démantèlement de 70% des douanes qui sont sur nos routes nationales. Plus précisément, les routes nationales A1 partant de Abidjan, Azaki, Atsobe, Abangourou, Aïnbiligro, Bondoukou, Bouna, Doropo, frontière, Burkina. Ça, c'est la nationale A1. Donc, il revient au gouvernement de regarder sur cet axe routier-là. Les gens se plaignent énormément des douanes qui sont sur ces axes routiers. Et les douanes qui sont sur cette route créent beaucoup plus de désagréments. À long terme, qu'est-ce qui va se passer? Les transporteurs vont refuser de mettre leurs camions sur ces routes-là. Et ça ne va plus faciliter la libre circulation et par conséquent, ça va agir encore sur l'économie. Donc, je ne fais que tirer la sonnette d'alarme. Il est important de démanteler plus de 70% des douanes sur cette route-là. Sur la route nationale A2, partant des cités ainsi, Tia-Salé, pour aller vers Tivo, jusqu'à Gagnoua. Ça, c'est la route nationale A2. La route a été réhabilitée et bitumée ces 3 dernières années-là. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de douanes sur cette route-là. Le ministre a évoqué le fait qu'il allait procéder à la réduction de la moitié des douanes. Il allait réduire les douanes de moitié en détruisant la moitié des douanes. Moi, je vais plus loin pour demander au ministre de procéder au démantèlement de 70% des douanes sur ce axe-là et de maintenir que ceux qui sont essentiels en construisant des douanes qui respectent le code de la route, la sécurité du conducteur et des usagers de la route. Sur la route nationale A3, partant de Bouaké, Katiola, Nyakaramandougou, Tafiri, Ferkessédougou, Ouangolodougou, il y a également des douanes anarchiques qui ont été positionnés sur cette route-là. Nous demandons également le démantèlement de 70% de ces douanes. Sur la route nationale A100, partant d'Abidjan, Grand Bassam, Bounoua, pour continuer vers Adiaké, il y a des douanes quelque part. Même en allant du côté d'Aboissou, il y a des douanes. Nous demandons également le démantèlement de 70% des douanes. Tous les axes routiers, les autres axes routiers qui comportent des douanes, dont nous n'avons pas évoqué ici, nous demandons au ministre de l'équipement routier de procéder à une inspection qualitative de la situation et de procéder au démantèlement des douanes. De 70% des douanes, il faut démanteler. Pour ne laisser que les douanes qui sont nécessaires. Maintenant, en arrière-plan, la solution, c'est laquelle? Il faut imposer l'éducation et la sensibilisation aux citoyens. Il faut emmener le citoyen à comprendre qu'il lui revient de protéger sa propre vie. En faisant les sensibilisations régulières pour le respect strict du code de conduite de la route. Tous les contrevenants devront être exposés à des amendes qu'ils seront obligés de payer. Et parfois, les sanctions peuvent aller même au-delà même jusqu'au retrait des permis de conduire. Il faut taper dur sur l'aspect amende, éducation, sensibilisation. C'est là-bas qu'il faut frapper. Et aussi, les riverains des villages ne sont pas en reste. Bien des fois,
Voilà des gens pour traverser qui ne regardent ni à gauche ni à droite, ils traversent comme ils veulent. Ou bien ils prennent une moto ou bien un vélo, ils roulent où ils veulent. Ça aussi, il va falloir interpeller les uns et les autres. Donc la meilleure arme sur le sujet pour résoudre ce problème-là, c'est la sensibilisation. Parce que à ce que je sache, moi, j'ai parcouru les autoroutes européennes. Je n'ai pas encore vu des doudanes sur une autoroute. Non, je n'ai jamais vu. Sur une route nationale même, je n'ai pas vu. C'est en ville, parfois, on peut faire des doudanes. Mais l'autoroute, faire des doudanes sur l'autoroute ou bien route nationale, moi, en France, j'ai pris la France, je suis parti en Allemagne, en cas, mais moi, je n'ai pas vu. Il faut imposer l'éducation au citoyen et l'emmener lui-même à prendre soin de sa propre vie. Parce qu'après tout, une route nationale, elle est faite pour faciliter la libre circulation, elle est faite pour favoriser la croissance économique, elle est faite pour améliorer les conditions de vie des concitoyens. Parce que rien ne peut se faire sans le transport. On ne peut pas investir d'argent dans les routes nationales pour faciliter la libre circulation des marchandises, des biens et des hommes. Et en arrière-plan, venir imposer des punitions ou bien encore venir imposer des doudanes pour empêcher les gens de voyager dans de bonnes conditions, ou bien pour créer des accidents, ou bien pour tuer des gens, ou bien encore pour endommager des véhicules. Ça n'a pas de sens. Nous voulons que le ministre se penche très sérieusement sur la question et de résoudre le problème. Là-dessus, il revient au ministre des Transports, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au ministre de l'Équipement routier de travailler en synergie pour apporter des solutions définitives à ces problèmes-là que nous évoquons. Et nous pensons que nous serons entendus. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, ce que vous avez dit, c'est tellement bien fait que, à défaut de ne vouloir pas gâter ce que vous avez déjà fait, j'allais dire d'abord merci à tous les auditeurs. Merci surtout à vous-même pour le brillant travail que vous avez fait. Et comme je l'ai dit, on va découper cette séquence-là pour que les uns puissent entendre. Et il y a Maurice Kanaté qui dit ceci. Monsieur Sundiata, je pense que les doudanes, on le fait en ville pour réduire la vitesse, pour éviter les accidents. Et donc, de ce pas, Sundiata, je vais vous permettre de faire la conclusion et de prendre votre temps pour faire la conclusion comme vous le souhaiteriez. Et donc, de ce pas, je vais dire aux auditeurs, vraiment merci. Cette semaine a été riche en rebondissements et surtout, nous avons tous appris beaucoup de choses. Et nous disons merci au président de la République qui est rentré dans de très bonnes conditions, qui était vraiment très joyeux quand il est revenu de France. Et comme vous le savez, nous, ce qui nous intéresse, c'est le président de la République. Donc, quand tout va bien chez lui, c'est que tout va bien pour nous-mêmes. Et donc, on lui souhaite beaucoup de choses positives pour qu'il réussisse sa mission. Et interpeller aussi les cadres qui sont auprès de lui de mettre beaucoup plus de sincérité dans leurs actions. Nous, on ne critique personne. Mais, en même temps, ceux qui sont en train de bien faire, nous prions Dieu pour qu'ils fassent autant. Et ceux qui ne sont pas encore à la hauteur, qu'ils s'y mettent. Parce que c'est important. Tout le monde ne peut pas être nommé. Mais en même temps, vous qui êtes à côté du Père, essayez d'apprendre. Essayez de faire votre propre chemin, positivement parlant. Et vous verrez que vous aussi, vous pourrez être les dignes héritiers du Père. Un jour, cela se fait nécessaire. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous donner le droit d'offusquer le vieux. Le président, il a suffisamment donné. Et en tant que des fils, on doit être capable de lui dire, le vieux, repose-toi. Laisse-nous et juge-nous au résultat. C'est vraiment important. Et c'est ce que j'avais à dire ce soir. Et merci à tous nos auditeurs pour toute cette semaine qu'on a fait ensemble. Et Sundiata, je vous laisse la parole pour faire la conclusion et on va fermer l'émission. D'accord. En conséquence de ce que nous avons eu à dire et en conséquence de tout ce qui précède, nous pouvons retenir ceci.
nous demandons l'équilibre du développement sur l'ensemble de toutes les régions ivoiriennes. Et en cela, le déséquilibre du point de vue développement qu'il y a entre le nord et le sud doit être corrigé de façon à équilibrer le développement partout en Côte d'Ivoire, mais surtout en améliorant le développement et en insistant sur les secteurs d'activité suivants: les universités publiques et grandes écoles publiques. Il va falloir construire 5 universités publiques dans le Grand Nord, au-delà de celles qui sont connues déjà, c'est-à-dire Bondoukou, Korogo et Odieni. Il va falloir construire également 2 grandes écoles publiques, à savoir un institut national des sciences appliquées et une école normale supérieure. Ça, c'est ce qui concerne les universités publiques. Il sera important également de construire des centrales électriques dans le nord, d'améliorer le réseau télécom, de construire de nouveaux CHR, comme nous avons eu à le voir récemment à Boisseau, et surtout du point de vue industriel, de répartir sur l'ensemble des 30 autres régions au-delà d'Abidjan des zones industrielles pour vraiment favoriser la création d'emplois. Donc voilà ce que nous avons eu à dire aujourd'hui en ce qui concerne l'équilibre du développement un peu partout sur l'ensemble du territoire ivoirien. En ce qui concerne les DODAN, nous demandons au ministre de l'équipement routier, au ministre des Transports et au ministre de l'Intérieur de procéder au démantèlement de 70% des DODAN sur nos routes nationales pour ne maintenir que les DODAN qui seront nécessaires et lesquels DODAN devront être réglementés de sorte à protéger la vie des usagers de la route. En ressort l'unique solution qu'il faille privilégier pour protéger la vie des usagers de la route et la vie des riverains, c'est-à-dire les villageois, où les routes passent dans leur village. Il sera impératif d'imposer l'éducation aux citoyens et surtout d'insister sur les sanctions et les amendes. Donc voilà ce que nous avons eu à dire ce soir. Nous remercions vivement tous nos auditeurs et nous demandons à nos décideurs d'avoir une oreille attentive sur tout ce que nous avons eu à dire. Sur ce, demain sera un excellent jour, excellente nuit à tous. Merci beaucoup et bien des choses à tout le monde dans la paix de Dieu, dans la miséricorde. À nous retrouver donc le lundi. Merci beaucoup.